Éric Tegner nous accompagne également. Bonsoir, Bonsoir Éric. Olivier. Éric Tegner, vous avez consacré dans votre dernier numéro bien, une enquête justement dédiée à ces groupes islamo-gauchistes, tous ces groupes Urgence Palestine. Est-ce que ce que vous avez entendu dans la bouche de Jean-Marc Thomas concernant la situation aux États-Unis vous semble similaire à ce que vous avez observé? Bien entendu, et d'ailleurs à cette question, est-ce que les facs américaines, c'est le même combat qu'à Sciences Po? Moi, je citerai tout simplement les propos de Carlos Bilongo, qui est un député de la France Insoumise, et qui disait hier devant les élèves, comme à Columbia, ça donne du courage de voir vous lever. Columbia, il faut rappeler, il y a quelques semaines, il y avait des slogans qui disaient rentrez en Pologne, en Pologne, c'est-à-dire là où il y avait les camps de concentration, où des millions de juifs ont justement été assassinés. Donc, c'est un véritable antisémitisme aujourd'hui qu'il se passe justement à Columbia. Et c'est ce même type d'antisémitisme qu'on retrouve aujourd'hui justement à Sciences Po sous la complicité des députés de la France Insoumise. Et c'est effectivement ce que nous avons vu avec cette enquête. On a vu d'abord effectivement cette convergence des luttes qui est claire entre des féministes et des islamistes qui revendiquent aussi d'aller aussi bien recruter des gens dans les universités qu'aller les recruter à la sortie des mosquées ou encore dans les collectifs de sans-papiers. On va voir des débats internes avec des féministes qui justement vont refuser de condamner les viols du Hamas du 7 octobre, vont être obligés du coup de repenser cette question du terrorisme, de le faire non seulement justement en Israël et en Palestine, mais également en France, parce qu'il y a une négation aussi de certains actes terroristes, il y a une versée complotiste par rapport à l'attentat de Mohamed Merah, etc. Et toujours une connivence avec les députés de la France Insoumise, qui me fait beaucoup penser aux États-Unis. Vous parliez que justement Biden, là-dessus, ses étudiants ne les soutiennent pas, mais on pense tout de suite, en revanche, à la députée Alexandra Orion-Cortez, surnommée AOC, qui pour le coup est le fer de lance aujourd'hui justement de la lutte pro-palestinienne dans le Parti démocrate avec les étudiants. Elle est extrêmement soutenue. C'est un peu comme justement Rima Hassan et les députés de la France Insoumise en France, même si, il faut le dire, pour l'instant, la France justement est plutôt en retrait pour l'instant. En fait, c'est en train justement de commencer à dégénérer, alors que c'était pire il y a quelques mois justement en Grande-Bretagne. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce qui se passe ici, c'est cet antisionisme à chaque fois, c'est le fauné justement de l'antisémitisme, et c'est des luttes internes qu'il y a. Nous, dans les groupes justement où ma journaliste était immergée dedans, elle voyait à quel point les débats, c'était de vouloir éradiquer Israël. Des gens disaient il faut que l'Union européenne bombarde Israël, ça doit être les prochains slogans des manifestations. Il y avait même des gens qui se retrouvaient en fait dépassés par leur propre base et qui leur disaient mais même le Hamas ne souhaite pas ça. C'est-à-dire qu'on est aussi avec des personnes qui se radicalisent complètement. On en parlait tout à l'heure, on voit que l'UNEF aujourd'hui elle-même est obligée de se radicaliser parce qu'elle a une base en fait beaucoup plus à gauche, et c'est ce qui se passe aussi avec la France Insoumise. C'est pour ça que Rima Hassan aussi a une position telle qu'on a la sensation que c'est la véritable tête de liste de la France Insoumise pour ces élections européennes, et que Rima Hassan hier a tenu à dire a tenu à faire l'appel à la mobilisation avec un Jean-Luc Mélenchon qui a préenregistré un message diffusé par Thomas Portes. Donc aujourd'hui, ils assument, ils embrassent tout ça. Et ce qu'on voyait aussi, c'est comment ils se retrouvent parfois à des réunions, vous parlez justement d'Urgence Palestine, où Daniel Simonet était à une réunion où justement des militants disaient eh bien, il faut qu'Israël, ça soit éradiqué, parce que de dire justement de la mer au Jourdain, c'est exactement ce que ça signifie. Et elle ne contestait pas véritablement, elle se contentait de dire on n'a peut-être pas tous les mêmes opinions, mais on est aujourd'hui dans le même combat, parce que comme vous le disiez, en fait aujourd'hui, ils veulent toujours se présenter comme du côté des opprimés, des dominés, et étant donné qu'aussi les juifs sont vus comme des blancs, ils ne peuvent pas être dans leur conception aujourd'hui des dominés, donc ce sont des dominants. Éric Tegner, il nous reste un peu plus de 2 minutes et vous aurez le mot de la fin, Jean-Marc Albert. Si je peux juste mettre une nuance là-dessus, moi je suis pas vraiment favorable ou à l'aise avec le fait de considérer qu'ils sont dans ce camp-là uniquement parce qu'ils ont un manque de culture. Aujourd'hui, ils sont dans ce camp parce qu'ils détestent la France. Et si d'ailleurs ils arrivent, et justement nous dans notre enquête, notre journaliste a fréquenté notamment un prédicateur islamiste, fiché S pour islamistes, qui s'appelle Elias Dimsalen, qui en fait arrive à parler, y compris à des féministes, à des éco-activistes, à des étudiants ce type d'université de Sciences Po, parce qu'il est extrêmement construit aujourd'hui. Oui. Les prédicateurs islamistes en France arrivent justement à s'ingérer dans ces mouvements, dans ces universités, parce qu'ils ont une vraie logique, ils ont une culture, ils sont extrêmement intelligents et ils jouent de cette culture. La véritable différence qu'ils ont,
c'est qu'ils détestent la France, qu'ils la haïssent, qu'ils haïssent justement l'histoire coloniale, etc. Et tout cela sous la complicité aussi, il faut le dire, de nos responsables politiques, parce qu'on a quand même un président de la République qui lui-même disait lors de sa campagne électorale de 2017 que justement la colonisation était un crime contre l'humanité. Donc derrière, il y a un terreau aussi qui a été favorable. Ça ne date pas du 7 octobre, y compris par nos élites universitaires qui, peut-être à Sciences Po, ils ne sont pas forcément à l'aise là-dessus, mais même aujourd'hui, ils cèdent comme ils ont cédé depuis des années le terrain. Il n'y a juste rien à attendre, strictement rien, d'une chaîne d'opinion raciste qui se transforme en objet médiatique puant tout ce qu'elle touche. Les étudiants de Sciences Po hier ont eu bien raison. CNews dégagé. Éric Tegner, votre réaction? Déjà, Aymeric Caron est un lâche. C'est un lâche parce que déjà, s'il se retrouve avec une journaliste, une femme, qui est en position d'infériorité parce qu'il est uniquement avec son collègue, ils sont deux face à une foule d'une centaine de personnes. Il y a un jeune homme de 23-24 ans qui cherche en fait à l'agresser. Et si pour Aymeric Caron, s'interposer face à l'agression d'une femme qui est en minorité, c'est simplement lever le bras, je trouve qu'il y a une véritable lâcheté. Et dans ce communiqué, in fine, qu'est-ce qu'il fait? Il demande pardon à ce jeune qui lui dit « Mais pourquoi vous répondez justement à CNews ?» Il se couche et il reprend leur slogan à chaque fois. Ils disent toujours « La rue, c'est pas pour les fachos ». Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'auraient pas le droit de citer. On le sait très bien dans Paris à quel point on a vu aussi comment Stanislas Rigaud, le patron de Génération Zemmour, le week-end dernier, s'est fait agresser par ce même type de jeunes. Et donc Aymeric Caron, aujourd'hui, il légitime encore une fois cette violence parce qu'étant donné qu'il va considérer que ce sont des fachos, on peut l'accepter. Mais ça en dit long sur une chose. Vous savez, à chaque fois, on explique que les responsables politiques, eh bien, de toute façon, ils font tout pour la communication, que si à un moment donné, ils sont devant les caméras, ils vont bien essayer d'avoir un comportement qui soit quand même un minimum exemplaire et que c'est derrière qu'il y a de l'hypocrisie. Là, on est sur un tel renoncement. Ils sont tellement tenus par ces populations radicales que même face à des caméras de CNews où il sait très bien que ça sera diffusé, il se couche. Il ne se couche pas devant quelqu'un qui a 40 ans, qui est costaud. Il se couche devant un jeune qui est plus petit que lui. Il aurait pu à un moment donné agir comme un homme, comme quelqu'un qui va le défendre, et il ne le fait pas. Et comme un député de la République également. Il y a un autre point aussi qu'il faut noter, on le relève même pas tellement on y est habitué, c'est que ce jeune en fait qui agresse justement la journaliste de CNews, il est masqué. C'est-à-dire qu'en fait, on rejoint cette logique aussi de l'antifa. Imaginez Marine Le Pen si elle était dans cette même situation avec à côté des jeunes qui seraient cagoulés, qui commenceraient à attaquer les journalistes. Mais d'ailleurs, ça ne s'est jamais vu, ça. Ça ne s'est jamais vu. Et donc, ils se retrouvent, la France Insoumise, on le sait très bien, ils ont des gens de la Jeune Garde, qui est un groupe antifa violent, qui revendique justement ce type d'action contre ce qu'ils vont considérer comme des fachos. Et pour eux, les fachos, c'est y compris, par exemple, les jeunes avec Macron, qui ont été agressés il y a 6 mois, par exemple, lors d'un tractage. Donc, encore une fois, c'est pas juste que certains peuvent appeler l'extrême droite. C'est tout ce qui est à leur droite. On sait que ces jeunes-là, ils font partie du service d'ordre de la France Insoumise. On sait qu'un Carlos Bilongo, tiens, encore lui, il était à cet endroit-là, eh bien, fait justement des entraînements de boxe avec ces gens-là qui, derrière, bien entraînés, ils vont justement aller agresser des personnes. Parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que ça aurait pu aussi dégénérer. Parce que c'est ce qu'ils souhaitent. Et je pense que ce soir, ces jeunes, ils sont en train de se dire on aurait peut-être dû aller plus loin. Monsieur Attal, votre tournant autoritaire ne sera pas sans conséquences pour la jeunesse et pour le pays. L'UNEF revendique l'arrêt immédiat des interventions policières dans les lieux d'études et la fin de toute tentative de censure du débat. Si vous continuez sur ce chemin, vous et votre gouvernement serez les seuls responsables de l'escalade de la violence. Non mais l'UNEF déjà, c'est un peu des arguments électoraux internes. Eux aussi, ils voient très bien qu'il y a une radicalisation des étudiants, donc ils veulent surfer dessus, c'est la logique. Moi, je trouve juste votre vision, si je peux me permettre, légèrement naïve. C'est-à-dire c'est un peu comme quand on va expliquer que des cours d'éducation civique vont déradicaliser des jeunes qui, pour par exemple 45% des jeunes lycéens musulmans considéraient que l'attaque du 7 octobre c'était légitime, ou ces fameux centres de déradicalisation, c'est un peu des colonies de vacances, on reçoit les djihadistes venant de Syrie, on va leur donner des cours, et les gens qui donnent des cours sont des gens qui de toute façon partagent pas mal d'idées en commun. Donc moi je trouve ça assez naïf de ce côté, et je trouve que ce débat c'est une blague en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va considérer que parce que c'est l'administration qui va avoir la gestion, avec beaucoup de guillemets, de ces débats, sachant que l'administration et les profs, ils sont
un peu sur la même ligne aussi. Simplement, ils vont considérer qu'il ne faut pas dire les choses comme ça, qu'il faut être plutôt dans les formes, etc. Donc, mais sur le fond, ils pensent exactement la même chose. Sinon, ces jeunes n'auraient pas candidaté à Sciences Po, hein, vu comme ils sont aujourd'hui complètement fermés d'esprit. Ils y sont allés, ils n'ont pas été admis, et ils n'auraient même pas voulu y aller. Donc en fait, on se retrouve avec un gouvernement comme Sylvie Retailleau qui va considérer que juste parce qu'elle va organiser, ça va bien se passer. Mais pardonnez-moi, on a vu ces actes de violence. Vous croyez vraiment que ça sera un débat? Vous pensez que les gens qui sont aujourd'hui contre leur ligne, il va y avoir massivement des gens qui vont accepter d'aller débattre, donc de se faire ficher, derrière de se faire taper? Vous croyez que énormément de juifs, on parlait des juifs notamment qui sont à Menton, qui ont peur depuis le 7 octobre parce qu'il y a eu près d'une quarantaine de propos qui justement faisaient la glorification des actes terroristes du 7 octobre, ce qui ont poussé d'ailleurs le président de la région PACA à menacer de couper les subventions. Ça, je trouve que c'est pour le coup un acte beaucoup plus ferme que les éternels débats de Gabriel Attal. Mais ils font ça uniquement parce qu'ils pensent aujourd'hui, c'est la vision d'Emmanuel Macron et je termine là-dessus, ils ne veulent pas qu'il se passe en France, qu'il se passe en Grande-Bretagne, aux États-Unis, parce qu'effectivement, on n'y est pas complètement. Et donc, ils ne veulent pas jouer le jeu de la victimisation parce que c'est comme d'habitude, c'est l'effet des masses, c'est la logique démographique dans le pays, démographique aussi dans ce type d'université, parce qu'ils l'ont choisi, ils ont voulu ouvrir Sciences Po au monde. Et donc, au final, on se retrouve avec les problématiques mondiales dans l'école qui est censée créer les élites de demain.